Bonjour, je suis le docteur Dwayne Anderson. J'exerce depuis 19 ans et demi à Soto, en Éthiopie. J'aimerais partager avec vous un traitement chirurgical des fractures du plateau tibial qui présente peu de complications et un taux de réussite élevé que nous avons mis au point en Éthiopie. Qu'est-ce qui détermine un bon résultat? Dans le cas d'une fracture du plateau tibial. Premièrement, il faut une surface articulaire lisse. Deuxièmement, il faut que l'alignement global du membre soit neutre. Il a été prouvé que le varus et le valgus réduisent le résultat final global sur le site. Il est évident qu'il faut que le genou bouge bien et qu'il soit stable. Et la chose sur laquelle nous allons vraiment nous concentrer aujourd'hui est d'éviter une complication majeure, comme l'infection. Sur le chemin de la réparation de votre fracture et de son traitement, une belle radiographie n'est pas nécessairement synonyme d'un bon résultat. Nous le savons tous. Mais je veux juste insister sur le fait que voici mon parcours au cours des 20 dernières années et que la pose de plaque peut entraîner des complications très graves et des patients malheureux. J'ai donc commencé à m'éloigner du traitement de ces blessures à haute énergie avec des plaques et j'ai commencé à m'intéresser à la fixation en X et à la fixation interne minimale. Avec cette méthode, j'ai constaté 3 problèmes. Premièrement, mon patient m'a dit « Comment puis-je bouger mon genou avec tous ces fils qui sortent de ma jambe ?» Deuxièmement, infection des points d'ancrage. Et si ces sites sont trop proches de l'articulation, vous pouvez en fait avoir une infection intra-articulaire. Ce qui m'a vraiment poussé à bout, c'est que j'avais plus de fixateur. J'ai donc commencé à mettre mes patients en traction calcanéenne. Et j'ai découvert que c'était une mauvaise idée, parce qu'une infection calcanéenne est très difficile à traiter. J'ai donc décidé de l'insérer dans le tibia distal, et cela a bien fonctionné. Et je pense que nous faisons cela depuis au moins 10 ans. Cette diapositive a pour but de souligner que l'on peut avoir une belle radiographie, une fracture bien réparée, et un patient et sa famille très malheureux. En Éthiopie, le patient n'a généralement pas d'assurance et une complication est donc supportée par la famille élargie. Et parfois, ils disent simplement « je ne peux pas », vous savez, je n'ai plus d'argent. Une radiographie ne sert donc à rien. Une belle radiographie chez ce patient ne veut pas dire grand-chose, n'est-ce pas? Vous devriez donc être malheureux, vous aussi. Ceci passe donc en revue les complications du traitement chirurgical et des fractures du plateau, les complications, la prévalence et la prise en charge. Encore une fois, laissez-moi vous débarrasser de ceci. La raideur du genou peut survenir aussi bien en flexion qu'en extension. Et infection chronique. L'infection aiguë peut survenir dans une proportion de 3 à 26%. Les premières études menées dans les années 80 ont montré que 80 à 90% de ces blessures à haute énergie s'infectaient. La situation s'est améliorée au fil des ans, mais elle n'est évidemment pas éliminée. Les malignités peuvent survenir sur le site et sont beaucoup plus fréquentes chez les personnes âgées en raison de la qualité de l'os. La non-union de ces fractures peut se produire, en particulier avec une double approche et un double plaquage. Et l'arthrose, qu'elle soit liée à la blessure initiale ou à une réduction imprécise de l'articulation. La déformation peut conduire à l'arthrose, ce qui conduit finalement à une deuxième opération ou simplement à un patient malheureux. Et l'instabilité ligamentaire peut survenir chez un pourcentage élevé de ces patients. Voici donc notre protocole. Le premier consiste à placer une broche de traction
à 2 ou 3 travers de doigts au-dessus de l'articulation de la cheville. Vous coupez la peau juste en avant du péroné. Vous palpez le péroné, vous faites votre plaie ici, et vous pouvez voir que les vaisseaux péronniers se trouvent juste ici, entre le péroné et le tibia. Mais je n'ai jamais vu de complications liées à cette approche. Évidemment, si vous êtes trop en avant, vous pouvez couper l'artère tibiale antérieure, mais à 2 ou 3 travers de doigts au-dessus de l'articulation de la cheville. Placez votre couteau immédiatement en avant du péroné et placez votre broche sur l'os, enfoncez-la et essayez de sortir tout droit en direction médiale. Mettez le patient en traction. Nous utilisons simplement des boîtes de ciment remplies de différentes quantités de ciment et mettons le patient en traction immédiatement. Lorsque le patient est admis, surélevez-le, limb, et faites un scanner. OK. Quelque chose que je pense judicieux de faire. Si vous avez la possibilité d'obtenir une radiographie portable en traction, vous pouvez soit transporter le patient sur son chariot d'hôpital jusqu'à la radiographie et le laisser en traction avec la traction sur l'extrémité du lit et voir si vous avez suffisamment de traction. Et je pense qu'il est judicieux de faire un scanner en traction pour voir le type de réduction que vous avez également. Si cela est possible dans votre établissement, certains d'entre vous n'auront pas accès à un CT dans leur établissement. Vous pouvez les envoyer dans un établissement voisin pour essayer de l'obtenir. Je ne pense pas qu'il faille essayer de traiter ces cas sans équipement de tomodensitométrie. Ce qu'il faut, c'est un accès à une image de tomodensitométrie. Cette image peut provenir d'une ville située à 20 ou 30 km. Mais il faut obtenir des images de tomodensitométrie. Je ne pense pas qu'il faille effectuer les traitements dont nous avons parlé sans disposer d'images péropératoires du bracet. Il faut pouvoir accéder aux vis et aux fils de K. Et à mon avis, pour la plupart de ces fractures, je ne les plaque pas personnellement. Notre protocole consiste donc à les mettre en traction, à faire des radiographies pour confirmer et évaluer la réduction. Nous augmentons ou réduisons le poids de la traction en fonction de la radiographie portable. Nous faisons un scanner. Et ensuite, il y a la période d'attente pour permettre à l'enflure du membre de se résorber. Beaucoup de ces patients ont des ampoules et il faut que les tissus mous soient guéris pendant cette période. Vous pouvez planifier votre approche ou vos approches pour ce patient. Ok, donc, sur la table d'opération, si vous faites une approche antérieure, médiale ou latérale, je mets la jambe à plat sur la table. Surtout s'il y a un fragment postérieur qui doit être réduit. N'oubliez pas que votre capsule postérieure n'est tendue que si votre genou est en extension. Si votre genou n'est pas en extension, vous n'obtiendrez pas la même ligamentotaxis. D'une manière ou d'une autre, vous devez dégager l'autre jambe pour les radiographies latérales, mettre en place une fixation interne au niveau de la ligne articulaire à travers les blessures par arme blanche. Et si vous avez une fracture de grande commodité, vous voulez beaucoup de matériel proche de la surface articulaire. Vous pouvez donc utiliser des vis de 3,5 mm ou des broches de K pour soutenir la surface articulaire, ainsi que des vis plus grandes. J'aime utiliser des vis partiellement filetées et les calibrer en fonction de la taille du fragment que l'on veut mettre en compression. L'autre chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser une approche postérieure si vous avez des fragments postérieurs. C'est la raison pour laquelle il faut mettre la jambe à plat. J'ai vu certains de mes résidents et partenaires essayer de réduire ces fragments en fléchissant le genou, et cela ne marche pas. Alors rappelez-vous, si vous êtes dans ce genre de situation, mettez le genou en extension et utilisez votre capsule postérieure pour vous aider à expérimenter. Sur vos patients, c'est ce que signifie la pratique, n'est-ce pas? Mais essayez de le faire avec prudence et avec une approche bien réfléchie. Encore une fois,
Vous ne pouvez pas réduire ce fragment à l'aide d'un triangle. Ce n'est tout simplement pas possible. Maintenant, vous pouvez exercer une traction ici, mais cela ne va pas remettre le fragment en place. Donc, et soulevez votre autre jambe pour obtenir les radios. Et utilisez les ligaments collatéraux et les ligaments croisés pour vous aider à obtenir une réduction. Et parfois, il faut le faire. Dans le cas de fractures plus chroniques, il faut en fait déformer la jambe pour essayer de remettre ces fragments en place. N'oubliez pas que vous avez des ligaments essentiels et qu'ils peuvent vous aider à réduire vos fractures sans avoir à les ouvrir. La plupart du temps, il faut les ouvrir pour obtenir la réduction finale. Mais vous pouvez améliorer la réduction en utilisant les ligaments et leurs attaches osseuses. Mettez le genou à plat sur le lit pour réduire la fracture postérieure déprimée en resserrant la capsule. Et mettez votre genou à plat sur le lit pour réduire la fracture postérieure déprimée en resserrant la capsule. Vous pouvez fixer ces fragments postérieurs sans aller en arrière, juste en mettant soigneusement ces vis antérieures à postérieures, en engageant le cortex postérieur et en les tirant plus fermement en place. Ok, donc l'autre chose que vous devez savoir est que parfois il est préférable de faire un abord postérieur, surtout si vous avez une fracture négligée et que vous planifiez soigneusement parce qu'il s'agit d'approches peu utilisées. Évidemment, si vous allez vers l'arrière, vous voulez protéger les structures neurovasculaires et donc mettre le pied sur un oreiller ou utiliser un triangle. Vous allez entrer et sortir de la traction à cause de cela. Si le patient est en décubitus ventral, il est parfois judicieux placer la jambe opposée sur le côté du lit. En d'autres termes, poussez le patient sur le côté du lit. Laissez pendre la jambe opposée pour qu'elle ne soit pas gênée. Vous pouvez donc obtenir une radiographie trilatérale avec le genou en extension si vous en avez besoin. Ce sont des astuces que j'ai apprises au fil des ans. Dernières étapes. Lorsque vous placez votre matériel, si vous utilisez des coups de couteau par une approche séparée pour placer votre fixation interne d'un côté latéral à un côté médial, assurez-vous que vos coups de couteau sont suffisamment grands pour ne pas entraîner des cellules de peau et de grandes quantités dans la plaie. Nous avons eu quelques infections liées à ces blessures par arme blanche, et je pense que c'est parce que, numéro 1, nous essayons de faire passer la vis par l'incision la plus petite possible. Veillez à ce que ces incisions ne soient pas trop petites et que vous n'ayez pas d'infection liée à l'entraînement de la peau dans votre plaie. Enfin, veillez à ce que vos vis ne soient pas trop longues. Si vous mettez une vis de postéro-latérale à antéromédiale, vous ne la verrez pas à la radiographie parce que elle est cachée par le condyle médial. Voici. Veillez donc à faire pivoter votre jambe sous votre bras pour que vos vis ne soient pas trop longues. Cela rend le patient et le chirurgien malheureux. Placez votre matériel aussi postérieurement et antérieurement que possible pour aider à obtenir une compression à travers le genou et cela améliore la force de votre fixation. Essayez donc de penser en 3 dimensions. Répartissez votre matériel. Ne vous contentez pas de les placer à 1 cm d'intervalle, mais étalez-les si vous passez d'une position médiale à une position latérale afin d'obtenir une compression sur toute la longueur du genou, la surface de l'articulation, et assurez-vous que vos vis sont de la bonne longueur. Voici donc un cas, voici la radiographie post-opératoire immédiate avec le patient en traction. Comme vous pouvez le voir, la surface articulaire est bien alignée et le chirurgien devrait être satisfait. Et voici notre protocole post-opératoire. Vous pouvez voir que nous avons des lits faits maison avec des cordes de traction. Nous les montons et les descendons en fonction des besoins du patient. Et vous pouvez voir que les patients ont une approche antérolatérale. On dirait que le matériel est mis en place dans cette direction également. Au 3e jour post-opératoire, nous commençons
à bouger le genou. Ce poids de traction protège la réparation. Il maintient l'articulation. Quelque peu distraite, il ne faut pas trop la distraire, mais cela vous aide à garder la jambe alignée. D'accord. Nous les renvoyons donc chez eux en traction. Nous les renvoyons chez eux avec la consigne d'essayer de reproduire approximativement la traction qu'ils ont eue à l'hôpital. Nous les renvoyons chez eux avec les instructions d'essayer d'approcher la quantité de traction qu'ils avaient à l'hôpital. Au bout de 3 jours, nous commençons à bouger et vous pouvez voir, vous pouvez obtenir immédiatement entre 70 et 90 degrés de mouvement à l'hôpital. OK. Voici l'approche antérolatérale. Voici le même patient 3 semaines après l'opération. Vous pouvez voir qu'il est bien aligné. Voici d'autres cas. Tibia explosé avec une fracture de la diaphyse correspondante. Vraiment comminutive. Subluxé et déprimé. Matériel pour plusieurs directions. Vous voyez qu'il est en traction sur la radiographie post-opératoire, qu'il est en extension complète et que le matériel se trouve dans plusieurs directions. Voici un autre science. À nouveau, fracture largement déplacée. De bord. Et il a eu une approche postérolatérale. Et vous pouvez voir les coups de couteau ici. Contraction du patient avec le membre surélevé. Sa jambe est droite mais surélevée. Donc sa jambe, le système Vénus, est vidée dans cette position. Sa jambe est droite. Et il travaille la flexion pendant qu'il low. Se repose dans son lit. Le matériel est placé sur le côté latéral. Ok, donc à ce stade, vous pouvez voir son... Nous avons attendu que ces ampoules guérissent. Au moment où j'écrivais cette présentation PowerPoint, le service de 5 lits était plein. Nous avons plusieurs chambres, dont certaines ont 2 lits, 1 lit, 5 lits, 6 lits. Nous avions 5 patients en traction et en compétition les uns contre les autres pour retrouver leur amplitude de mouvement. Il y a un autre patient dans le lit d'à côté. À nouveau, fracture très enfoncée, qui travaille sur l'amplitude de ses mouvements, vise de plusieurs directions, antérieure, postérieure, latérale et médiale. Ce type est un surdoué. Ce jeune homme est ici pour sa première visite post-opératoire. Il est resté chez lui en traction. Il a 2 incisions sur le côté médial de son genou et il est resté en traction chez lui. Nous sommes ici pour voir s'il peut se faire retirer sa broche de traction. Nous allons vérifier la stabilité de sa fracture et elle est excellente. Le mouvement qu'il effectue seul est d'environ 90 degrés de flexion et il est presque en extension complète. Nous prévoyons donc de le renvoyer chez lui, d'enlever la broche et de le maintenir en décharge et de le revoir dans 1 mois. Au bout de 3 semaines, il faut donc décider si l'on va poursuivre l'interaction avec le patient. Je ne me souviens pas d'avoir jamais abandonné une attraction pendant plus de 3 semaines. Je pense qu'il est possible de recourir à une attelle de charnière si le patient est instable. Notre hôpital ne propose pas d'orthèses articulées en routine. Elles sont tout simplement trop chères pour nos patients. Nous utilisons donc des attelles en plâtre. J'essaye d'éviter cela car je pense que cela décourage les patients de bouger leurs genoux. Certains de nos patients dérivent en varus, plus en varus qu'en valgus. Jusqu'à présent, je n'ai pas pratiqué d'ostéotomie pour eux. Une déformation. Chez certains patients, il y a une légère malformation. C'est à vous de décider quand vous voulez revoir le patient
en fonction de la distance qui le sépare de l'hôpital. Bien entendu, nos patients ne prennent pas de poids pendant 3 mois au total. Vous pouvez donc utiliser une attelle plâtrée, une genouillère à charnière, un appareil d'immobilisation du genou, tout ce que vos patients peuvent se permettre. Si vous estimez que la fracture n'est pas suffisamment stable à 3 semaines, plus votre patient est jeune, moins il est riche, plus il guérira rapidement. Pourquoi ce protocole fonctionne-t-il? Je pense qu'il fonctionne parce que la dissection de l'os et des tissus mous est moindre. Il permet d'effectuer le travail important en causant moins de dommages. En fait, on rétablit la congruence de l'articulation, on répare le ménisque. Si vous avez une fracture du compartiment latéral très déplacée et qu'elle n'est pas près du bord, supposez que votre ménisque est déchiré et qu'il va falloir le réparer. Nous utilisons une traction continue et je pense que cela permet à l'articulation de bouger. Elle protège la réparation de l'articulation. Et la traction, avec le mouvement, évite, je pense, le stress de la fixation de la plaque, de l'interface métaphysère-diaphysaire, parce que l'articulation est distraite et que la tige est essentiellement tirée dans la direction qu'elle devrait prendre. Vous ne causez pas ce stress indu à votre fracture. Toutes les forces sont dans l'alignement du membre, qu'il soit en extension ou en cours de flexion, il continue à maintenir son alignement. On évite de disséquer les attaches ligamentaires et de les lier en plaçant une plaque par-dessus. Le moment du relâchement de la traction est stratégique, car à ce moment-là, chez la plupart des patients, si vous avez évité ces énormes incisions et ces grandes dissections sous péri-hospitalières, les tissus mous sont en train de guérir. Et le fait de mettre le patient en traction dès le début de la blessure l'aide à s'allonger. Cela permet d'éviter une dissection ultérieure inutile. La traction immédiate, la mise en longueur, confirmée par des radiographies sur le site, est donc importante car elle permet au tissu mou de commencer à cicatriser dès le 2e jour. La suppression de la traction au bout de 3 semaines permet une compression musculaire normale des fractures. Ainsi, la fracture s'effondre, se comprime et permet une guérison rapide. C'est la combinaison de ces éléments qui conduit à la réussite de ce protocole. Vous pouvez également utiliser ce protocole pour les fractures anciennes. Voici un enfant de 3 mois, Shasker 6, qui présente une fracture très complexe. Il marche avec 2 béquilles, c'est un homme en bonne santé. Ce qui est documenté, c'est une amplitude de mouvement descente. À 3 mois, le système neurovasculaire est intact, la peau est normale, et le patient souhaite manifestement que l'on fasse quelque chose. Voici sa fracture, je veux dire qu'elle est déplacée postérieurement, médialement, latéralement. C'est juste explosé et c'est maliané. Vous voyez un arbre ici au centre, poussant tout hors du chemin. Petit fragment sous bloc. Terrible fracture. Et un grand morceau. Au centre, postérieurement. Encore une fois, cela a été fait avec des approches limitées, une fixation interne limitée et une traction tibiale distale. Pendant 3 semaines, les mêmes principes que ceux que nous utilisons pour les fractures aiguës. Il s'agit évidemment d'une opération plus complexe. Au bout de 3 semaines, il avait entre 0 et 75 degrés. C'est la beauté de la mise en traction. L'extension n'est pas un problème. C'est qui tire le genou en extension et étire la capsule postérieure. Donc gagner en extension n'est jamais un problème. Et à 18 mois, il ajoute de 0 à 130 degrés de mouvement.
Encore une fois, je ne sais pas si j'utilise l'approche postérieure sur ce cas, mais sa fixation interne se fait dans plusieurs directions. Son articulation est rétablie, l'alignement de son membre est rétabli. Pas de canne. Pas de canne. Le résultat final est un bon mouvement, un bon alignement, une bonne reconstruction et l'évitement d'une complication importante. Encore une fois, voici le premier patient que nous avons montré. C'est pas mon patient, il provient d'Internet. Ok, mais en fait, c'est un patient malheureux et nous devrions être malheureux avec lui aussi. Un patient malheureux est un excellent rayon X avec un mouvement médiocre, soit en raison d'une mauvaise thérapie physique, soit en raison d'un mauvais suivi. Un patient malheureux, c'est une excellente radiographie et une infection qui ne disparaît pas. Un patient malheureux, c'est une excellente radiographie initiale, mais une non-union est manifestement un genou détruit. C'est douloureux, infecté et raide. J'ai vu ces patients et je suis sûr que vous les avez vus aussi. Un patient heureux a un bon mouvement, une bonne reconstruction articulaire, un alignement normal du membre, pas d'infection, pas de lésions neurovasculaires, pas d'instabilité et pas de complications. C'est le genre de patient que nous voulons. Je vois ici un cœur heureux. Je vous remercie de votre attention.